Vendredi 27 octobre 2023, bon début de week-end chez vous à la maison. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la 10e télévision pour vous informer dans le cadre de ces magazines, ces politiques. Tout de suite, la lecture de quelques journaux qui sont parus ce matin dans la ville-province de Kinshasa. J'entame cette lecture avec Africa News qui écrit à sa une: les USA avertissent quiconque poserait des actes tendant à compromettre le processus démocratique alors que la Cour constitutionnelle entre en scène. Biden brandit la menace des sanctions, Kamuleta averti. Congo Nouveau de son côté écrit: présidentiel en RDC, Moïse verra-t-il Canaan? Point d'interrogation à la fin. Sous-titre: pour avoir privé Katumbi de la présidentielle 2018 sans preuve, Tambwe Mwamba, un homme à arrêter. Prenons la prospérité qui écrit à sa manchette: détenteur d'un certificat de nationalité congolaise, Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République lance un cri d'alerte au président de la Cour constitutionnelle. Forme des As. Et comme sous le régime Kabila, Washington brandit à nouveau des sanctions contre la RDC. Le tout dernier journal ce matin, il s'agit de la bonne gouvernance qui écrit ce matin devant la Cour constitutionnelle: accusé Katumbi, levez-vous. Ça n'est fini pour la lecture des journaux. Tenez que c'est vendredi 27 octobre. Le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Moïse Katumbi Chapwe sont invités à la Cour constitutionnelle pour les accusations, les requêtes qui ont été pour la saisine de certains candidats présidents à la Cour constitutionnelle qui voudraient que le président Tshisekedi puisse répondre par rapport à son identité. Moïse Katumbi également, qu'on accuse d'avoir une double nationalité par Noël Tchani, il est invité. Donc on parle des contentieux électoraux, contentieux des candidatures à la présidentielle. Amoros Andima, tu dis quoi? Merci, nous recevons pour vous Basile Diatezoa. Il est expert des questions politiques dans la sous-région, un habitué maison. Il est déjà avec nous ici, à qui j'ai dit bonjour et bon début des week-ends. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et j'espère aussi pour vous. Ah oui, nous tenons le coup. Avant de commencer cette émission, vous avez dit que vous voulez faire une mise au point. Oui, parce que il y a des critiques qui me reviennent. Certains compatriotes qui ne se gênent pas me qualifier d'un Rwandais ou d'un pro-Rwandais ou un suppôt des Rwandais. Et j'aimerais d'abord donner une précision sur ma personne. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, à Dallas. Ceux qui connaissent Dallas, c'est Yolo Sud. Mes parents sont originaires du Congo central, les deux parents, puisqu'il y a un discours médiocre qui veut qu'on précise le père et la mère. Donc mes parents connus sont originaires du Congo central. J'ai grandi ici à Kinshasa et je crois que ceux qui ont grandi avec moi jusqu'aujourd'hui, la maison de mes parents se trouve toujours à Yolo, à Dallas. Et d'ailleurs, j'ai pris mon inscription pour les élections à Yolo, à Dallas. Je crois qu'il faut qu'on arrête un peu de telles critiques qui reflètent déjà un certain état d'esprit plus mésotier. Et je crois que je ne reviendrai plus là-dessus. Je suis congolais de père et de mère, donc il n'y a pas à contester ma nationalité. On vous traite des Rwandais suite à vos argumentations, vos explications. Les gens qui vous suivent ou qui ont l'habitude de vous suivre nous disent que vous défendez généralement les intérêts rwandais. Vous êtes parmi ces rares Congolais qui soutiennent, qui
il y ait un dialogue entre la RDC et le Rwanda, ce qui n'est pas prêché et voulu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a une autre vision par rapport à ce qui se passe dans la partie orientale. Vous dites bien que le gouvernement a une autre vision, tout comme moi aussi j'ai ma vision. Suite à ma lutte politique, la problématique Banyarwanda n'est pas née d'aujourd'hui. Et dès les années 80, quand j'étais encore responsable de la fédération de l'UDPS Benelux, j'avais suscité un débat sur la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise. Et j'avais attiré l'attention des autorités zaïroises de cette époque sur les conséquences éventuelles de cette loi, dont l'application avait mis tout le monde dans le même panier, et surtout les personnalités qui venaient de l'Est et d'obédience connues. Et à la conférence nationale souveraine, là évidemment notre médiocrité politique s'est concrétisée, surtout quand on a chassé de ces assises nationales des personnalités comme le feu Rwakabouba, considéré comme un des pères de l'indépendance. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire vraiment un grand effort pour reconstruire notre pays qui était en dérive. Donc, cette problématique, je la maîtrise très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai fouillé dans les différentes publications, dans les archives coloniales. Je suis allé sur le terrain et aujourd'hui, je suis convaincu que nous devons construire la paix plutôt que faire la guerre. Voilà un peu ma vision des choses. Ça, c'est votre vision des choses qui vous attire, cette grande foudre des Congolais. Je les comprends. Mais est-ce que les Congolais, quand ils disent cela, c'est pour vous taquiner ou bien ils voient en vous quelqu'un de corrompu, quelqu'un qui travaille pour les officines, pour d'autres officines? Mais Kagame est arrivé au pouvoir en quelle année? Quand moi j'ai commencé la lutte politique, Kagame n'était pas encore dans la politique. Quand j'ai dirigé l'UDPS dans le Benelux, cette problématique m'intéressait beaucoup parce que nous cherchions la paix, la stabilité dans notre pays. Donc me qualifier aujourd'hui d'un suppôt de Kagame, c'est une stupidité. Je pense que ceux qui me connaissent rigolent de ça. Le président Félix Tshisekedi connaît très bien mon parcours politique, il connaît bien mes idées puisqu'on a discuté à plusieurs reprises. Donc de ce côté, ceux qui me jettent des pierres, pour moi, ça ne me dit rien, quoi. Merci bien Basile Diatezo pour cette mise au point. Nous avons également la présence de Charlie Wenga, député honoraire. Il est également président de la communauté Lega de Loussou, du peuple Lega. Bonjour à vous. Bonjour. Et bon début de week-end. Bonjour. En face de vous, Basile Diatezo, il est expert des questions sécuritaires dans la sous-région. Vous avez Charlie Wenga. Charlie Wenga, avant d'entamer la grande thématique, je vais aussi vous inviter à commenter avec moi cet article. Présidentiel en RDC, Moïse verra-t-il canon? Une requête de Noël Tchani déposée à la Cour constitutionnelle menace à nouveau la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 20 décembre prochain. Notez également que cette Kikouni a saisi la même Cour pour l'invalidation de la candidature du président Tshisekedi pour son identité. Charlie Wenga, c'est vendredi. La Cour siégeant déjà va pouvoir examiner toutes ces deux requêtes. Vous avez un avis d'abord particulier à émettre? Bon, ça c'est une matière de droit, c'est la Cour constitutionnelle. Ce sont des requêtes qui ont été déposées auprès de la Cour constitutionnelle. Et donc, toute l'opinion, le peuple congolais n'attend que la décision de la Cour. Mais vous êtes de ceux qui pensent que Moïse Katumbi est congolais et non un étranger? Non, non, non. Là, c'est tout un débat.
De toutes les façons, je sais que nous pensons, tout le monde le sait. Moïse Katumbi n'est pas congolais d'origine. En principe, les services de l'État, les services de renseignement, les tribunaux, n'est-ce pas, la justice, devraient déjà répondre à cette question-là. Si vous n'êtes pas congolais de père et de mère, et donc d'origine, vous avez acquis la nationalité, il y a une procédure pour acquérir la nationalité congolaise. Et s'il a acquis la nationalité congolaise, il doit pouvoir produire les documents fiables pour dire j'ai acquis la nationalité congolaise par tel acte. C'est si simple. Pourquoi est-ce que l'État congolais doit continuer à permettre à ces gens de personnes de déranger toute l'opinion? Ils sont nombreux comme ça, qui ne sont pas congolais des pères et des mères. Mais la justice devrait éclairer ces genres de questions. C'est si facile. Vous prétendez être congolais. Présentez les documents par lesquels vous avez acquis la nationalité congolaise. Ils sont nombreux dans ce cas-là. Mais c'est la justice qui nous aide pas. Doit-on écarter un candidat à la présidentielle parce qu'il n'est pas congolais d'origine? Non, la loi est claire là-dessus. La loi est claire. Il faut tout simplement appliquer la loi. La loi électorale est claire là-dessus. Parce que pour être candidat à un niveau de présidentiel, national ou provincial, il faut être d'abord de nationalité congolaise. Et il faut prouver cette nationalité congolaise-là par des documents. Surtout lorsqu'on n'est pas de père et de mère. C'est si simple. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous limiter à la déclaration récente d'Alexis Ntambwe Mwamba qui est sorti de son silence pour dire que Moïse Katumbi est congolais? Il a un certificat qui atteste sa nationalité congolaise. Mais c'est le même Alexis Ntambwe Mwamba qui, à l'époque qu'il était ministre de la Justice, qui avait écarté la candidature de Moïse Katumbi. En vertu de quoi il l'avait fait à l'époque. Il dit dans cette affaire-là, il dit, hier, il a dit, c'était quoi? C'était une anarchie, quelque chose qui... C'est comme ça qu'il a qualifié l'affaire. Si à cette époque-là, il trouve qu'ils ont arnaqué, aujourd'hui, il ne peut pas être fiable. On ne peut pas se faire... Ce n'est pas un modèle, Ntambwe Mwamba. On ne peut pas se fier au propos de Ntambwe Mwamba, parce que c'était le premier qu'il avait disqualifié à l'époque où il était candidat. Merci beaucoup. Je lance maintenant le débat tant entendu. Les Congolais, les Tutsis sont-ils des Congolais d'expression Kinyarwanda? Mes invités doivent répondre. Je pose la question directement à Basile Diatezo qui a soutenu cette thèse récemment dans le cadre de cet entretien. Je lui ai posé la question de savoir si en RDC on avait Kinyarwanda comme dialecte. Vous avez répondu par l'affirmatif. Je reviens à vous. Prouvez-nous que les Tutsis sont des Congolais d'expression Kinyarwanda. À vous la parole. Bon, d'abord, ce Congo a été tracé, créé par la volonté des Occidentaux, des Européens à la conférence de Berlin, et on a remis ce territoire comme propriété privée à Léopold II. Léopold II a identifié sur sa propriété privée, je dis bien, Léopold II a identifié sur sa propriété privée des Watutsi, des Wahutu. Les documents historiques sont là, publiés même à l'époque de Léopold II. Ceux qui veulent connaître rationnellement cette problématique, ils n'ont qu'à aller fouiller dans les bibliothèques. Sur Internet d'ailleurs, on peut trouver tout ça là. Donc, déjà, Léopold II avait identifié sur son territoire, sur sa propriété, des populations d'expression Kinyarwanda. En 1908, quand Léopold II a vendu le Congo à la Belgique, il y avait encore des problèmes de frontières coloniales entre les trois puissances coloniales de la région, l'Angleterre qui avait l'Ouganda, l'Allemagne qui avait le Rwanda et le Burundi, et la Belgique qui avait racheté le Congo, qui est devenu le Congo belge. En 1910,
ces trois puissances coloniales ont signé l'accord de Londres pour fixer définitivement leurs frontières coloniales. Et dans cet accord de Londres, les archives historiques sont là. Quand vous fouillez dans les archives de la Chambre des représentants belges, donc du Parlement belge, vous avez tous ces documents. L'Allemagne a cédé une partie du Rwanda, en précisant bien, parce que souvent il y a ce problème un peu anthropologique là. Il faut savoir que avant l'arrivée des Européens en Afrique, l'Afrique ne connaissait pas des frontières. C'est-à-dire, des groupes dépendaient par exemple d'un grand chef ou d'un Mwami. Mais à côté, un autre groupe pouvait dépendre aussi d'un autre Mwami. Mais il n'y avait pas de frontières qui étaient fixées. Si ce n'est qu'on sait que tel village, tel contrée appartient à tel Mwami. Donc, l'Allemagne va céder une partie du Rwanda précolonial aux Belges, pour le Congo belge. Et vous avez tout le territoire là de Boucha, Rutshuru, tout ça là, vous remontez vers Goma là, la chaîne de Virunga, tout ça là, où vous trouvez évidemment différentes communautés qui ne dépendaient pas du Mwami du Rwanda, mais à côté il y avait des communautés qui dépendaient du Mwami du Rwanda. L'Allemagne a cédé une partie du Rwanda précolonial aux Anglais. Quand vous allez en Ouganda, ceux qu'on appelle les Bafumbira. Chez nous, au Congo, on dit les Banyarwanda, parce que le mot Banyarwanda, c'est un label que le pouvoir colonial utilisait pour identifier, les Congolais d'expression Kinyarwanda. Mais en Ouganda, ce sont des Bafumbira. Et en contrepartie, la Belgique a cédé une partie du Congo aux Allemands, c'est-à-dire au Burundi et au Rwanda. Au Rwanda, le territoire de Tchangungu, qui est un territoire des Bashi, hein, historiquement, Tchangungu, c'est un territoire des Bashi, c'est un espace des Bashi. Et aujourd'hui, vous trouvez des Bashi qui sont devenus des Rwandais depuis 1910. De la plaine de la Ruzizi, il y a eu réajustement des frontières, une partie donc qui a été cédée aux Allemands pour le Burundi, une partie de la plaine de la Ruzizi. Et si vous allez au Burundi, vous trouvez des Bafulero. Vous allez dans la province de Chibitoke, vous trouvez des communautés à cheval entre le Congo et le Burundi. Bref, d'ailleurs, à côté de Vira, il y a une communauté qu'on appelle les Barundi, mais qui sont congolais. Les Barundi, mais qui sont congolais, suite à tous ces réajustements. Maintenant, quand vous parlez de Tutsi ou de Hutu, vous devez savoir que le mot Tutsi ne reflète pas une identité culturelle. Ce n'est pas une tribu. Au Rwanda, Hutu ou tribu ne constitue pas une tribu. Il s'est fait que dans l'histoire précoloniale du Rwanda et du Burundi, il y avait, quand les communautés politiques commençaient à se constituer, vous avez les agriculteurs, donc ceux qui étaient plus versés à faire l'agriculture, et des pasteurs qui sont venus du bassin du Nil, qui sont arrivés, ils ont croisé tous ces peuplades qu'on a trouvés dans la région des Grands Lacs, et avec le temps, ils ont constitué des communautés politiques. Et dans ces à cette époque, la vache était, disons, un élément économique dominant. Donc, celui qui avait la richesse possédait les vaches. Donc, celui qui avait plus de vaches reflétait la richesse. Et vous savez, quand des groupes humains commencent à constituer une communauté politique, c'est toujours ceux qui dominent économiquement qui s'imposent. Et c'est ce qui s'est passé dans l'évolution de l'histoire du Rwanda, du Burundi, en vous rappelant que le Rwanda, c'est un pays millénaire. Hein, c'est une communauté politique millénaire. Ce n'est pas une communauté qui s'est créée comme le Congo. Le Congo, c'est en 1885. Donc, dans cette communauté politique du Rwanda précoloniale,
ils sont arrivés à façonner une seule identité culturelle. Parce qu'au Rwanda, il y a une seule langue. Il y a maintenant le concept de Hutu-Tutsi qu'il faut comprendre, parce que nous, les Congolais, on a du mal à comprendre cela. C'est un problème de classification sociale. Dans leur stratification sociale, tous ceux qui étaient dans l'agriculture, c'était des Hutus. Et ceux qui avaient un certain nombre de têtes de vaches faisaient partie, disons, de la classe des pasteurs, donc on appelait Tutsi dans leur dialecte. Cette classification sociale oui, a été pérennisée dans leur histoire. Et quand les Européens arrivent, les Allemands d'abord, ils ont commencé à expliquer à leur façon, à leur idéologie ethnocentrique européenne à cette époque, ils ont d'abord voulu démontrer pourquoi cette minorité Tutsi a dominé la majorité Hutu. Ainsi, ils ont avancé des théories soi-disant que les Tutsis appartenaient à une certaine race qui venait, disons, de la race blanche. Bon, bref, ils ont racialisé, ils ont racisé la différence entre Tutsi et Hutu. Donc c'est devenu la race Tutsi, la race Tutsi et la race Hutu. Évidemment, ça crée des confusions au niveau anthropologique. Quand le linguiste, l'ethnologue allemand va maintenant analyser les langues de la région, il va constater que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. Hein, parce qu'il y a des gens qui croient que le Kinyarwanda, c'est une langue des Tutsis. Non, le Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. Une langue bantoue. Bantoue. Mais c'est une vérité scientifique. Je voudrais un peu vous arrêter à ce stade-là. Mais d'abord, le concept bantou, ce n'est pas un concept racial. Oui, laissez-moi vous arrêter le temps de questionner votre co-débatteur Charlie Wenga. Existe-t-il des Tutsis congolais d'expression Kinyarwanda, comme l'affirme Basile Diatezo, d'après vous? Merci, mon frère. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'il dit. Et vous savez, il faut respecter la vérité historique. Vous allez à Tervuren, vous allez retrouver toute la documentation sur l'ethnographie du Congo. Il a parlé de 1885. À 1885, le Congo est créé, c'est un État indépendant, avec même une constitution signée par les puissances en avril. Un État indépendant. Le Rwanda ne fait pas partie du Congo à cette époque-là, c'est faux. C'est archi faux. Je n'ai pas dit que le Rwanda faisait partie. Laissez-le parler, merci d'écrire. Je n'ai pas répondu quand vous avez parlé, monsieur. Oui. Allez-y, vous avez ma protection. Oui. Dire que les Tutsis et les Hutus, il y a des Tutsis congolais, c'est archi faux. Là, il veut fausser l'histoire. Il veut fausser la vérité historique. C'est quoi la vérité historique? La vérité historique est que observer toutes les cartes ethnographiques du Congo élaborées à 1885, élaborées pendant la colonisation. Vous ne verrez jamais sur la carte ethnographique du Congo l'ethnie ou la tribu Tutsi. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais sur la carte ethnographique du Congo l'ethnie Hutu. N'existe pas. Les cartes sont là. On peut, si vous en avez ici, on peut consulter. Vous ne verrez jamais ces deux mots-là. L'ethnie Tutsi et Hutu, ce sont des ethnies qui se retrouvent essentiellement au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, pas au Congo. Et ça, c'est une vérité historique qu'on peut vérifier même maintenant sur le plateau. Ça, c'est de 1. Ah, il parle de 1890. Qu'est-ce qui se passe en 1890? Depuis 1885 jusqu'à 90, le Congo a le statut d'un État indépendant, l'EAC. C'est une propriété privée de Léopold II. Oui. Avec les abus de Léopold II qui a tué 10 millions de personnes ici au Congo. On arrache le Congo et Léopold II cède
l'EAC à la Belgique. Nous devenons une colonie belge. Et à cette époque-là, l'Allemagne colonise le Rwanda, l'Allemagne colonise le Rwanda et le Burundi. Quand est-ce que le Rwanda, le Burundi et le Congo se mettent ensemble? C'est après la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on donne à la Belgique la direction du Rwanda, du Congo, Rwanda et Burundi, parce que l'Allemagne venait de perdre la guerre. Vous vous souviendrez même qu'à 1945, c'est nous, c'est l'armée congolaise. C'est l'armée congolaise qui libère, qui chasse les Allemands au Rwanda, qui chasse les Allemands au Burundi, qui chasse les Allemands, qui libère la Tanzanie, qui libère l'Éthiopie. C'est notre armée. On n'était pas un seul État à cette époque-là. Et venir ici, sur un plateau de la télévision congolaise, soutenir qu'il y a une ethnie Tutsi, mais c'est grave. Hein, c'est grave. Je pense que ces gens de Congolais qui véhiculent, qui font la propagande de nos envahisseurs, c'est vraiment regrettable. Donc, peut-on ici comprendre, d'après votre allocution, que les Tutsis qui sont ici chez nous ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais? Parce que vous avez dit dans votre thèse que l'ethnie Hutu et Tutsi n'existe pas en République démocratique du Congo. C'est exact. Quand les Tutsis entrent, quand les Tutsis viennent, ils sont venus en vague. Et il essaie, à son âge, de le savoir. Il doit 59 à 59, on renverse la monarchie Tutsi au Rwanda. Les Nations Unies déversent les réfugiés à Uvira. Bitakwere est passé à ce plateau-ci, tu avais expliqué. Oui. On déverse les Tutsis à Uvira, au plateau de Moulengue. Nous avons des documents, nous, les gens de... Moi, je suis de l'Est. Lui, il n'est pas de l'Est. De par son nom, je l'identifie. Il a passé beaucoup de temps à l'Est. Non, mais c'est pas ça être de l'Est. Moi, je suis quelqu'un de l'Est. Quand on parle de Batuzola, il est au Congo. Il ne connaît pas l'Est. Nous avons des documents authentiques des Nations Unies et qui disent aux Tutsis réfugiés, ne vous mêlez pas à la politique de ce pays qui est un pays d'accueil. Nous sommes à 59 pendant la colonisation. Et après la colonisation, après l'indépendance, il y a une autre vague qui arrive. Toujours de Rwandais. Vous vous souviendrez de la guerre de 1994. C'est encore les Nations Unies. Je vous ai dit, à l'époque coloniale, les Nations Unies qui ont amené les Tutsis à l'est, à Uvira, et au nord Kivu. À 74, pendant la guerre de l'AFDL, qui déverse encore le Rwandais autour chez nous? C'est les Nations Unies, encore une fois de plus. Ils ne les ont pas amenés en Ouganda ni au Burundi. Ils ont amené les Tutsis ici, et les Rwandais ici, au Congo. Et c'est cela le prétexte de la guerre qu'on nous fait aujourd'hui. Parce que c'était un complot ourdi par les puissances, par les services secrets occidentaux. L'objectif, c'est quoi lorsqu'il y a tout ce coup d'État-là, en Ouganda, au Rwanda, au Congo? L'objectif, c'est quoi? C'est contrôler les richesses du Congo. La guerre ici a été imposée parce que les puissances occidentales voulaient absolument contrôler les richesses, parce que nous sommes le président dit quoi? Nous sommes la solution. Le Congo, c'est un pays solution. Un pays solution, oui. Solution. Pourquoi c'est solution? Je veux vous dire, parce que je voudrais que M. Basile comprenne les choses. Faisons la géostratégie de ce pays. Pourquoi le président dit que le Congo c'est le pays solution? Parce que à chaque époque de l'histoire du monde, le Congo est au centre des enjeux du monde. En 1885, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. La révolution industrielle est accompagnée par la recherche de pneus, le pneumatique. Le pneumatique est fabriqué par le caoutchouc. Et le Congo, c'est le seul État qui produit le caoutchouc. Voilà pourquoi on parle de caoutchouc rouge, parce que Léopold II a tué 10 millions de personnes ici pour la production de caoutchouc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Congo est encore au centre des enjeux mondiaux. Pourquoi? Parce que pour que les États-Unis dominent le monde aujourd'hui, la Belgique,
est venu prendre à Chikolobwe 500 tonnes d'uranium, monsieur, qu'ils ont vendu aux États-Unis pour qu'ils gagnent la guerre. Nous sommes encore au centre. Et avant le 21e siècle ici, avec la révolution digitale, vous voyez, le Congo est encore au centre des enjeux du monde parce que toutes les réserves stratégiques des minéraux stratégiques du monde se retrouvent au Congo. Les téléphones, les fusées, les missiles intercontinentaux, etc. Tout se produit ici. Nous sommes encore au centre de ces enjeux-là. Au niveau de la forêt, c'est le Congo, le poumon du monde, c'est le Congo. Je constate que M. Basile ne comprend pas le poids et l'importance du Congo dans le monde. Très bien. Je voudrais vérifier avec vous vite fait. Est-ce que le Kinyarwanda fait partie de nos dialectes? Non. Je pense la fois passée, nous avons un ministre du gouvernement qui a commis une erreur politique. Patrick Mouyaya avait affirmé que le Kinyarwanda faisait partie de nos dialectes. Ce sont des gens qui sont manipulés par ces puissances-là. Même lui qui dit ça, derrière, vous allez fouiller, vous allez constater qu'il est au service. De qui? Il est au service de ce lobby-là. Patrick Mouyaya peut me dire, moi je suis de l'Est, pour me dire que le Kinyarwanda, qui parle Kinyarwanda chez nous? À l'Est, qui parle Kinyarwanda? Ce sont les Hutus et les Tutsis. Il n'y a aucune tribu chez nous à l'Est qui parle Kinyarwanda. Ça n'existe pas. Moi je suis le président général de tout le peuple Lega. Au Kivu, c'est le plus grand peuple du Kivu. Nous avons des terres au nord Kivu, tout le sud Kivu et le Maniema. Nous avons au moins 70% des terres du Kivu. Et donc, je connais la réalité de là. Il n'y a personne qui va me contredire. Mais s'il faudrait accepter que les Hutus, les Tutsis sont des Congolais, peut-on également valider la thèse selon laquelle ce sont des Congolais qui n'ont pas de terres? Est-ce que le débat n'est pas un débat des terres? Mais regardez, même en 1885, même dans la constitution des années 60, comment on définit le Congolais d'origine? C'est le Congolais qui appartient à une ethnie, qui a apporté sa terre pour former ce que aujourd'hui le Congo est le devenu, Congo. Oui. Où est-ce que vous avez déjà vu les terres des Tutsis ici? Jusqu'aujourd'hui, ils cherchent une terre, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu une terre Hutu où? Il n'y en a pas. Ce sont les terres Hunde, Nande, Lega et j'ai oublié l'autre tribu. Au nord Kivu, il n'y a que les Banandais qui ont des terres là-bas. Les Hunde, les Yanga et les Lega. C'est ça la vérité. Et une partie de Moami, comment il s'appelle? Ndézé, je crois. Moami Ndézé, les Hutus de Moami Ndézé, ceux-là ont été reconnus. C'est une famille bien identifiée, les Hutus du Moami Ndézé. Ceux-là sont des Congolais parce qu'ils ont été identifiés à l'époque. C'est des familles bien déterminées, ils sont connus. Les autres, là, ce sont des vagues qui sont venus tricher dans la nationalité congolaise. C'est cela la vérité. Au sud Kivu, vous avez les Lega, vous avez les Bashi, vous avez les Fuliro, vous avez les Bavira, les Babembe. Mais qui peut venir me dire ici que les Tutsis ont une terre au sud Kivu? Au Maniema, il n'y en a pas. Très bien. Chuté par la Basile Diatezo, je reviens à vous. Vous avez suivi Charlie Wenga. Il est clair dans son allocution, les Tutsis et les Hutus ne sont pas des Congolais. Même s'ils étaient des Congolais, ce sont des Congolais qui n'ont pas des terres. Il dit que votre exposé des faits ne reflète pas la vérité historique. Vous voyez, ce qui me fait rire, hein, je suis en présence d'un homme politique, puisqu'il était député. C'est un député honoraire. Et il est fier de dire qu'il est président du peuple Lega. Il est fier. Voilà le genre d'homme politique qui nous amène ici à Kin, donc la capitale, un narratif pour nous montrer que la haine est devenue chez eux une culture. Je voudrais savoir si dans sa vie, il a déjà lu des archives de Tervuren, puisqu'il affirme ici que quand vous allez au musée de Tervuren, on connaît cette litanie-là, qu'Ongwanda a utilisée, tout ça là. Ici, je précise que
il n'y a pas d'ethnie Tutsi, ni au Rwanda, ni au Burundi, ni en Ouganda. Tutsi, ce n'est pas une ethnie. Hutu, ce n'est pas une ethnie. J'ai bien précisé, c'est une classification sociale. C'est-à-dire que dans l'histoire précoloniale des régions des Grands Lacs, les éleveurs, les pasteurs-éleveurs, avaient ce label de Tutsi. Et les autres, on les appelait, dans le royaume, je dis bien du Rwanda et du Burundi, on les appelait les Hutus. Je voudrais d'abord poser une question à mon frère. C'est moi qui pose les questions ici. Oui, puisqu'il est du Sud Kivu, là il y a cette problématique de Banyamulenge. Est-ce qu'en 1885, il n'y avait pas des pasteurs venant du Rwanda sur les plateaux d'Itombwe en 1885? Et vous pouvez répondre, vous avez... Est-ce que lui connaît le plateau d'Itombwe? Il ne connaît pas. Il en parle comme ça. Itombwe, c'est un territoire de Mwenga, chez moi. Chez moi. J'ai posé une question. Itombwe, c'est un territoire de Mwenga, chez moi. Peut-il prétendre, lui, connaître Itombwe que moi? Impossible. À 1885, il n'y avait aucun Rwandais dans le plateau d'Itombwe. Aucun. Aucun. Bon, je peux continuer? Ben, allez-y, il a répondu. Bon, évidemment. Vous avez une contre-vérité dans sa réponse? Il a une obédience qu'on connaît. Parce que c'est quoi son obédience? C'est l'écurie de Bitakwire. On connaît. Ceux qui attisent la haine. La haine. Voilà, il a des vocabulaires bien sûr. Oui, non, mais on ne parle pas de la haine. fait la propagande. On ne parle pas de la haine. Ça, il parle de la propagande. Sur ces plateaux, c'est vous qui faites la propagande. Sur ces plateaux, la haine. Sur ces plateaux, je vous ai amené. Oui, honorable Charlie, merci de vous apaiser. Nous avons perdu 12 millions de morts ici. Je ne suis pas dans cette médiocrité-là. Je ne suis pas dans cette médiocrité. C'est pas une médiocrité, c'est la hauteur. Mais non. C'est le sens patriotique, monsieur. Donnez-moi un livre que vous avez consulté venant d'un chercheur. Je le donne maintenant. Donne-moi un livre. Donne-moi un livre. Ici, là. Donne-moi un livre que vous avez lu. Un livre d'histoire. Tout ce que vous avez cité là. Moi, je suis historien d'information. Oh là là. Tout ce que vous avez cité ici. Vous pensez que les écrits. Les rapports des administrateurs coloniaux sont là. Et alors sortez-moi ce rapport qui vous dit qu'elle tombe, il y avait un Rwandais. Des Rwandais en 1985. Il n'y en a pas, monsieur. Léopold II a sédentarisé. Non, vous êtes un homme manipulé. Non, je ne suis pas manipulé. Vous êtes un homme manipulé et qui fait la propagande de l'agresseur au Congo. C'est ça la vérité. Vous ne connaissez pas mon background politique. Non, et vous aussi non plus. Non, je vous ai lu. J'ai lu qui vous êtes. Non, je connais votre background. Quand moi j'ai commencé à analyser, à lire sur cette problématique, je crois que vous n'avez fait aucun effort intellectuel pour ça. Mais moi, je l'ai fait. Et je suis allé sur le terrain. Quand vous dites que je ne connais pas la région, monsieur, je suis allé sur le terrain. Vous ne connaissez pas? Non. Vous étiez sur le terrain en 1885, vous. Et alors, c'est bon, c'est fini avec ce jeu de ping-pong. Basile Atezo, vous avez la parole. Allez-y. Il n'y a pas de Hutu congolais, il n'y a pas de Tutsi congolais. Mais il est libre. Mais c'est une... Oui, il est libre de faire mais ce sont des tels politiciens qui ont cassé le pays. Nous voulons aller à la paix. Nous voulons aller à la paix. Merci d'écrire. Avec des gens qui nous ont fait plus de 12 millions de morts. C'est la propagande, ça. Quelle propagande? Vous avez fait ces statistiques-là? Vous avez recensé les Congolais? Est-ce que vous avez recensé les Congolais? Oui, mais c'est pour manipuler des personnes comme vous? Non. Le président français l'a affirmé ici. Mais ce n'est pas parce que le président français... Vous faites le perroquet alors? Vous faites le perroquet. Même le rapport des Nations Unies, mais vous faites le perroquet? Le rapport mapping dit quoi? Quel rapport mapping? Même le rapport mapping a contesté les statistiques là. Est-ce que vous avez lu ce rapport? Non. Moi j'ai lu le rapport. J'ai lu le rapport. Vous n'avez pas cette capacité cérébrale pour lire ça. Mais comment donc? C'est vous qui n'avez pas cette capacité cérébrale.
C'est vous qui n'avez pas de capacité. Monsieur Charlie Wenga, je vous invite à prendre note quand Basile Diatezoa est en train de parler, ça sera vice-versa. Je vous donne la parole, vous ne posez pas de questions, c'est moi qui ai la pose du débat. Allez-y. Parce que quand on m'avait dit que je devais débattre avec M. Wenga, je suis allé fouiller un peu ce qu'il a déjà fait. Eh bien, je suis quand même étonné qu'il soit parmi ceux qui poussent le gouvernement à aller faire la guerre contre le Rwanda. Oui. Voilà. Je dis oui. Monsieur, est-ce que vous vivez dans les souffrances je le dis oui. de ces populations qui souffrent des affres de guerre? Allez-y, oui. Hein? Il faut aller vivre dans ces régions. Vous êtes ici à Kinshasa comme député, mais vous ne vivez pas les souffrances de ces populations. Comment un homme politique comme vous allez encourager la guerre au lieu de vous battre pour la paix? Vous étiez au Parlement là-bas. Qu'est-ce que vous avez proposé pour qu'on trouve des solutions viables et durables? Nous voulons la paix dans la région. Parce que nous savons très bien que cette guerre-là va casser toute la région, va ruiner tous les peuples de la région. Mais je suis curieux. Vous dites que vous êtes originaire de là et vous souhaitez aller faire la guerre. Allez-y faire la guerre. Vous êtes contre la guerre. Je suis contre la guerre. Et que le gouvernement dialogue avec le Rwanda afin de trouver la paix. Vous savez, j'ai toujours milité pour la paix. J'ai participé à des séances organisées par Sant'Egidio de Rome. Voilà. Pour Manipulez pas les... Mais allez-y. Ne les suivez pas. Il aura son temps. Manipulé par qui? Allez-y. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Allez-y, oui. Mais enfin, ne les suivez pas ces pics. Dans cette problématique, il y a soit l'ignorance, soit la mauvaise foi. Et moi, je suis en face de quelqu'un qui est dans l'ignorance et en plus la mauvaise foi. Non à la guerre, oui au dialogue entre le RDC et le Rwanda pour trouver la paix. Mais est-ce qu'il y a un mal de faire le dialogue? Franchement. Est-ce qu'il y a un mal? Bon, si vous allez faire la guerre, est-ce que vous allez supporter après les conséquences? On voit ce qui se passe en Palestine. On voit ce qui se passe en Palestine, non? Les Arabes, ils avaient pris l'option de la guerre. Entre Zelensky et Poutine, nous voyons également ce qui se passe. Non, mais n'entrons pas. Ça dit que moi, je ne suis pas partisan de la violence, de la guerre, ainsi de suite. Très bien. Quand il y a des crises dans toute communauté politique, il y a des crises. Merci beaucoup. Et il faut user de notre intelligence, notre raison pour apporter des solutions durables et viables. Très bien. Charlie Wenga, oui ou contre le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et celui de Kigali? Contre. Contre pourquoi? C'est clair. Je vous pose une question. Entrons dans l'histoire des guerres. L'Allemagne nazie attaque l'Europe et arrive à conquérir presque toute l'Europe occidentale. Grâce à la Russie et aux États-Unis, on écrase Hitler. Vous avez déjà vu les Occidentaux, les Européens, négocier avec les nazis? On les a écrasés. Et on a créé un tribunal de Nuremberg pour juger ces hommes-là. Jusqu'aujourd'hui, ils ont plus de 100 ans aujourd'hui. Si on attrape un nazi aujourd'hui, il doit être condamné. Vous avez déjà vu l'Amérique négocier avec les terroristes arabes? Vous avez déjà vu ça? Impossible. Maintenant, là, Israël est en guerre avec, en guerre. Vous avez déjà vu ces hommes-là négocier pour recouvrer la paix? C'est la force. Ce sont des bons exemples. C'est la force. Et la guerre ici dont nous parlons aujourd'hui, le Congo n'a jamais tiré un coup de feu contre le Rwanda, qui impose la guerre au peuple congolais, qui a créé des millions de morts parce que lui ne le reconnaît pas, comme c'est manipulé. Qui impose la guerre? C'est l'Occident global. Le Rwanda, le Burundi qui a été utilisé à l'époque du pouvoir Tutsi, l'Ouganda qui a été utilisé également, ne sont que de cheval de Troie.
La réalité, c'est quoi de cette guerre? C'est le contrôle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contrôle des minéraux stratégiques du Congo. C'est ça l'objectif, même de renversement du pouvoir au Congo, de renversement du pouvoir au Rwanda, et même au Ghana, c'est pour dominer, c'est pour contrôler le Congo qui est le coffre du monde. C'est ça la réalité de cette guerre ici. Contrôler les richesses du Congo. Mais les conséquences néfastes qui en découlent de la guerre, c'est ce qui est également mais qui à subissent, craindre d'après qui subissent ces conséquences mais néfastes. le peuple. Je vous dis, je vais vous donner dans les réalités. Lui parle de théorie. En 1996, la guerre commence à septembre 1996 à Minembwe. Lui était là. À l'époque, moi, je suis commissaire des zones de Chabunda. Et donc, je connais cette question-là. Lui était là. J'étais le seul commissaire des zones au Kivu. Parce que le Nord Kivu était déjà conquis, le Sud Kivu également, et même la province orientale. Le seul territoire qui était resté pour le gouvernement central, c'était Chabunda. C'est moi qui étais le commissaire des zones là-bas. Et à septembre, la guerre éclate. Qui agresse le Congo? C'est les troupes ougandaises, les troupes rwandaises, les troupes burundaises. Le Congo n'a jamais été au-delà de ses frontières dans ce pays-là. Et depuis 1996 à ce jour, ce sont des guerres à répétition. Je reviens à votre question. Qui subissent les conséquences des guerres qu'on nous a imposées ici par l'Occident et le Rwanda, à travers le Rwanda et l'Ouganda? C'est le peuple congolais. Avec ce million de morts qui ne reconnaît pas, voilà encore une fois de plus. Avec des milliards pillés, des milliers de milliards pillés ici dans ce pays. Partout ils sont passés, ils ont cassé les banques, ils ont cassé tout, les archives, tout. On a imposé ici des étrangers comme population. Ils sont devenus éligibles et électeurs. Et c'est l'époque de Mobutu, vous avez déjà vu ici. C'est grave. Comment il ne veut pas qu'on si lui il est? Comment il ne peut pas savoir que en fait ce sont des services européens qui veulent imposer un autre peuple au Congo parce qu'ils sont à leur service. Il ne sait pas comment. Souvenez-vous des années 60, quand on tue Lumumba. Est-ce que vous savez que le premier assassinat politique en Afrique c'est Lumumba? Pourquoi on l'a tué? Et comment le Mobutu arrive au pouvoir? Qui ont arrêté Lumumba ici? Ce n'est pas les Nations Unies? Avec les services américains? Qui ont tué, qui ont fait partir Mobutu ici? Ce n'est pas les services occidentaux? Ce n'est pas eux? Qui a amené Laurent Désiré Kabila? Ce n'est pas les services occidentaux qui ont envoyé ce pays, qui nous ont imposé la guerre? Qui subissent ces conséquences de la guerre? Ce n'est pas le peuple congolais. Depuis quand nous sommes allés au Rwanda pour aller créer des problèmes là-bas? Depuis quand? La guerre qu'il y avait au Rwanda, c'était entre les Hutus et les Tutsis, qui sont frères, ils sont entre eux au Rwanda, qui sont le peuple du Rwanda. Quel jour le Congolais est allé faire la guerre au Rwanda? Mais c'est eux qui nous imposent la guerre par les puissances interposées. Voilà pourquoi on nous a même privé. Le Congo est agressé. Messieurs, le Congo est agressé depuis 1996. Jean-Luc Mélenchon a condamné l'incursion rwandaise auprès du président Tshisekedi. Qui ça? Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Oui. Et voilà, Mélenchon dit la vérité. Parce que Mélenchon est du côté de nous qui sommes opprimés par les puissances occidentales. Il s'insurge contre les puissances impérialistes. C'est cela la vérité. Et voilà comment on nous impose la guerre par l'extérieur, par les puissances. On nous impose un peuple de notre pays qu'on veut à tout prix imposer ici pour qu'il devienne congolais. Lui ne sait pas que quand venir dans ces minutes, Basile de ce sont des Rwandais. Ils sont Rwandais. Pourquoi on ne doit pas le dire? Pourquoi on ne doit pas le dire? Et pas c'est nous qui souffrons. Vous avez suivi l'histoire de, comment il s'appelle, celui qui était chef de la CENI, Monseigneur Pasteur Ngoyi Mulunda. Non, comment on l'appelle? Ngoyi Mulunda, non? Ngoyi Mulunda, oui. Le candidat président. Non. Corneille Nangaa. Non, celui qui a été chef de la CENI ici, le pasteur de... Oui, c'est Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda.
Vous avez suivi son témoignage, ou ses témoignages. Vous avez suivi les témoignages du PCA de la Gécamine. Comment il s'appelait encore? Albert Yuma. Albert Yuma. Il vous dit comment les puissances ont spolié, ont pillé ce pays en termes de... C'est pas possible. Des collines qu'on devrait exploiter pendant 45 ans ont été vidées. Vous avez fini vos minutes, Et Charlie ils défendent Ouéga. ça. Merci à vous. Lui, Congolais. Mais c'est grave, ça. Basile Diatezo, il y a eu une rencontre des ambassadeurs entre le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, Christophe Lutundula et Patrick Mouyaya, où ils ont présenté à la communauté internationale les photos prises par le drone congolais des rebelles, des terroristes M23 qui opèrent sur les sols congolais. Il ne peut pas le reconnaître. Mais Votre analyse? je ne suis pas des services de renseignement, je ne suis pas dans l'armée. C'est le gouvernement qui a donné ces éléments. Ils ont des preuves, ils ont des éléments. Moi, je ne suis pas dans le secret du bon Dieu pour savoir si c'est vrai ou pas. Non, mais est-ce que pour le gouvernement, Oui. était-il important Oui. d'apporter ces preuves de plus pendant que nous sommes attaqués et nos populations sont maîtrisées, Mais nous en justement, avons perdu autant? Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Avant même que Kagame n'arrive au pouvoir, ça a toujours été ma dialectique. Trouvons des solutions humainement et politiquement acceptables. Les violences dans le Nord Kivu ont commencé dès l'indépendance. Ça n'a pas commencé avec Kagame. C'est depuis quand on a l'indépendance, les années 60 là, les violences. Rappelez-vous de feu Denis Paluku, qui était un des leaders nandais, contre l'écurie de Rwakabuba, qui était un des leaders des Banyarwanda. Pourquoi est-ce que Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il a retiré Denis Paluku du Nord Kivu pour le nommer gouverneur au Bas-Congo? Les irrédentistes nandais avec Denis Paluku cherchaient déjà l'indépendance du Nord Kivu dès le 30 juin. Ce sont les Banyarwanda du Nord Kivu qui ont refusé que le Nord Kivu proclame son indépendance comme le Katanga ou le Kasaï. Et c'est de là qu'est commencé les guerres ethniques, les guerres identitaires entre les Nandais, les Banyarwanda, entre les Hutus, entre les Banyarwanda, entre Hutus, contre les Tutsis, ainsi de suite, tout ça là. Ça ne commence pas avec Kagame. Ces violences identitaires ne datent pas de la période de Kagame. Il faut être dans l'ignorance. Le temps présent est là. Le Oui, gouvernement mais justement, est clair que nous avons le problème avec le régime de Kigali. Voilà, mais moi je dis ceci, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, hein, et le président Félix Tshisekedi connaît très bien mes opinions là-dessus, hein. Je n'ai jamais été partisan de la guerre. Jamais. Avant Kagame ou après Kagame, jamais. Et quand je cause avec ces groupes rebelles comme le CNDP, ou si je rencontre des responsables des rébellions, je leur dis toujours, il faut privilégier le dialogue politique. Je crois que, à moins d'être un peu dérangé mentalement, pour encourager la violence des gens qui souffrent, et puis vous ne faites rien, vous êtes là pour applaudir. Et vous vivez ici, vous roulez dans des jeeps. Chuté, nous avons fini vous êtes dans des jeeps ici, des députés, des ministres, tout ça là, et vous dites, voilà, on va aller faire la guerre. Mais ce sont des civils là-bas, des peuples qui souffrent. Ce sont des militaires. Et on sait déjà de ce qui se passe. On a fini cet entretien dans 30 secondes. On a fini. Non, parce que vous avez posé la question sur les preuves présentées par le ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Oui. Notre frère parle de dialogue politique. Voilà les termes empruntés. Il tire ce mot où? L'ambassadeur des États-Unis. Monsieur, j'ai commencé la politique avant vous. Et l'ambassadeur des États-Unis. J'ai commencé la politique avant vous. L'ambassadeur des États-Unis a utilisé ce terme. Voilà, je vous dis que c'est un nom manipulé. L'ambassadeur des États-Unis a utilisé ça.
l'ambassadeur des États-Unis qui nous impose un dialogue politique. Il ne vous impose pas. Non, mais parce que c'est ça leur façon d'agir. Il vous conseille. En Afrique. Mais le Soudan. Dialogue politique. Mais est-ce que les États-Unis, papa de Tezola, les États-Unis ont prôné le dialogue politique avec la Palestine ou en Ukraine? Non. Comparaison n'est pas Ils ont utilisé la force. Et les États-Unis aujourd'hui viennent d'envoyer 2 bateaux, 2 porte-avions et des bateaux de guerre en mer Méditerranée. Ils ont parlé de dialogue. Alors, on a fini cette émission. Je suis désolé de vous interrompre, Charlie Wenga, député honoraire. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Basile Diatezo, merci à vous également. Je sais que les suspens restent à la maison. Les gens voudraient que nous puissions aller au-delà, mais la télé, c'est le temps. Je vais vous reprogrammer très prochainement. Ça dépend de votre disponibilité. Merci à vous. Merci. Merci également aux fidèles téléspectateurs pour l'attention soutenue. Nous allons nous retrouver très prochainement sur les ondes de la 10e télévision pour parler de la politique à toutes et à tous. À très bientôt.